Mesdames et messieurs, il est l'heure de parler tennis, il est l'heure de parler finale et Open d'Australie oblige, on va parler d'une finale légendaire de l'Open d'Australie entre deux joueurs que tout le monde avait enterrés à l'époque. Deux joueurs qui se sont réveillés au milieu de cet Open d'Australie 2017, deux joueurs que plus personne ne voyait capables de gagner. Aujourd'hui on va revivre la finale entre Roger Federer et Rafael Nadal. C'est parti. Et en faisant cette vidéo, je réponds à la demande d'un abonné qui me l'avait demandé sous l'une de mes vidéos, je m'en rappelle très bien. Donc écoute, voilà, j'espère que tu seras heureux de voir que je lis mes commentaires et que je fais ce genre de vidéos, et je pense que je vais les faire à chaque Grand Chelem. Je sortirai une vidéo sur un match qui a marqué l'histoire de ce Grand Chelem. Donc prochaine étape pour ces matchs de légende à Roland-Garros. Donc vous voyez que je suis un chic type, donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et commentez-la pour me dire quel match je dois faire la prochaine fois, parce que oui, je vous écoute, vous êtes aussi des sources d'inspiration. Et cet Open d'Australie, il a une saveur un petit peu particulière avant même le début, pour la simple et bonne raison que Roger Federer n'est plus dans le top 10. Et oui, il est 17e mondial, et une saison 2016 qui pour lui s'est arrêtée après Wimbledon suite à un problème au genou. Donc voilà, Roger Federer n'a plus joué en compétition officielle depuis 6 mois avant cet Open d'Australie. Ça vaut le coup de regarder comment ça va se passer, son retour, son âge, son genou qui claque. Voilà, on n'a pas beaucoup d'espoir pour lui, mais on a envie de le voir performer. À noter aussi qu'il a changé de matériel et que sa raquette Wilson a désormais un tamis plus grand. L'année 2016 de Rafael Nadal, elle est pas beaucoup meilleure non plus, parce que hormis une petite éclaircie lors de la saison sur terre battue, où il remporte le Monte Carlo, et le reste, la saison de Nadal, ça a été très compliqué en 2016. Lui aussi est 9e mondial, voilà, c'est une place où on l'avait pas vu depuis 2005. Donc voilà, 2015-2016, c'était des années difficiles pour Rafa, qui n'a plus gagné de Grand Chelem depuis Roland-Garros 2014, bientôt 3 ans. Et je ne l'ai pas précisé, mais Roger, ça fait depuis Wimbledon 2012 qu'il n'a plus remporté un seul Grand Chelem. A noter quand même qu'il a été en finale de Wimbledon 2015 et de l'US Open 2015. Donc voilà, Roger qui touche un titre du Grand Chelem du bout des doigts, c'est quand même un peu plus récent que Rafa. Mais on est sur deux joueurs globalement sur une dynamique plutôt descendante. A noter que cet Open d'Australie s'ouvre drastiquement aux outsiders dès le deuxième tour avec l'élimination de Novak Djokovic, tenant du titre et numéro 2 mondial, puis avec l'élimination d'Andy Murray en 8e de finale par Mischa Zverev. Donc voilà, le tableau il a eu une éclaircie incroyable au 8e de finale. Déjà on savait que le vainqueur serait entre guillemets assez improbable. Le tableau de Federer pour aller jusqu'à la finale, il est quand même pas simple. Au premier tour il lâche un set face à Jürgen Melzer, puis il va battre Noah Rubin en 3 manches, et là au 3e tour, premier gros test, Thomas Berdych 3-7. Allez, au revoir Thomas. Ensuite on a Kei Nishikori en 8e de finale, et là Roger s'en sort après un gros combat en 5-7. Puis en quart de finale, c'est Mischa Zverev qui se dresse sur sa route, 3-7, voilà, pas compliqué. Et en demi-finale, on a celui qui s'apparente comme le favori à l'aube de ces demi-finales, Stan Wawrinka, qui se dresse sur sa route, son compatriote, 5-7. Un gros combat, mais Roger est en finale. Le tableau de Rafa, il est pas beaucoup plus facile, parce que les deux premiers tours, Mayer et Baghdatis, 3-7 facile, mais quand tu tombes sur Alexander Zverev au 3e tour, alors on est qu'en 2017 certes, mais c'est vraiment la star montante de la next gen. 5 manches, un gros combat et Rafa qui passe. On a ensuite Gaël Monfils, premier top 10 sur sa route en 8e de finale, parce que oui, Gaël Monfils était mieux classé que Rafa à cet Open d'Australie, 4-7 et Rafa qui passe. On a ensuite Milos Raonic sur sa route, le géant canadien, qui était numéro 3 mondial à cette époque, 3-7 pour écarter Raonic, et puis un énorme combat en demi-finale contre Grigor Dimitrov, plus de 4h30 de match, et Rafa qui s'en sort, mais qui a été au bord du précipice à plusieurs reprises, et voilà nos deux pairs en finale, comme à la belle époque. Et dès le début de match, il y a quelque chose de marquant à observer, c'est-à-dire que Roger est extrêmement agressif, et notamment côté revers, qui a été sa plus grande faiblesse tout au long de sa carrière, et notamment face à Rafael Nadal, avec son lift de gaucher qui le forçait à reculer. Et là Roger il ne recule plus, et il agresse Rafa avec son revers et avec son coup droit d'ailleurs aussi. Il joue presque tous les coups en demi-volée, ou en tout cas phase montante, et ça paye, puisqu'il va breaker le premier à 3 partout. Un premier set qui aura été globalement dominé par le Suisse, qui le conclut d'un ace 6-4.
Mais il ne faut pas enterrer Rafa pour autant. On est sur 2 maîtres tactiques et Rafa a la solution et a un coup droit qui fonctionne toujours aussi bien, comme le montre ce point, à 30A, 1-0 Nadal. Ce point permet à Rafa de se procurer une balle de break, la première de la partie pour lui. Et ben, il va breaker lors de ce jeu, il va même breaker une 2e fois consécutive dans ce set pour mener 4-0. Le réveil est violent. Mais Roger reprend sa marche agressive et ça va finir par payer. Il débreak à 4-0 pour revenir à 4-1 qui fera 4-2. Mais Rafa a pris un avantage trop grand dans ce set et va aller l'empocher 6-3. Un partout, 30A et Roger ne recule plus dans ce 3e set. Et là il agresse. Et regardez bien, il prend vraiment toutes les balles de demi-volée. Regardez sa main et ses pieds. C'est affolant. Je pense qu'il y a que lui qui peut faire ça dans le tennis. Voilà. Sincèrement, c'est le seul à avoir la main suffisamment belle et bonne pour pouvoir produire ce genre de coup, comme le montre ce point. Et c'est donc un break d'entrée pour Roger dans la 3e manche, un 3e set qu'il va survoler. Voilà, c'est peut-être le set où Roger aura été le plus dominant de la quinzaine, et je pèse mes mots, parce que dans ce set, il n'y a rien que Rafa peut faire. Parce qu'il a beau utiliser sa tactique préférée de harceler Roger sur son revers, comme le montre ce point à 3-0 dans la 3e set, et en fait Roger, il répond et il l'agresse. Et Rafa a horreur d'être agressé, en particulier sur son coup droit, et malgré ses qualités défensives exceptionnelles, le timing de Roger est tellement bon que ça fait mouche à chaque fois. Malgré les occasions de break dans ce jeu, Rafa reste à 3-1, mais va finalement perdre son service une nouvelle fois à 4-1, et Roger qui va aller finir le set 6-1. On n'est pas passé loin du 6-0 dans ce set, et je suis sincère, ça aurait été mérité. Mais qu'y a-t-il de plus dangereux qu'une bête blessée? Et il y a un Rafael Nadal orgueilleux qui est plus dangereux qu'une bête blessée, parce qu'il attaque ce 4e set pied au plancher en agressant Roger, en ne lui laissant pas le temps de respirer, et cette fois il le force à reculer, comme le montre ce point, à 2-1, 0-30 pour se procurer 3 balles de break. Et pour montrer à quel point la balle de Rafa est lourde dans ce 4e set, il suffit de regarder la rotation par minute de sa balle. D'habitude, à la télé, ils aiment bien montrer la vitesse du coup gagnant, etc. Et là, Rafa, on montre les tours minutes du tour gagnant, et regardez juste à quelle vitesse tourne sa balle. Comment vous voulez prendre des balles de demi-volée quand elles tournent autant? C'est quasiment du génie ce que fait Federer dans ce match. Et à 3-1, Rafa, avantage pour lui sur son service, et ça y est. Ils nous produisent l'un des plus beaux points du match, avec une petite partie d'attaque-défense, d'angle, il y a tout dans ce point. Et il y a même un coup de squash de Rafa pour finir, qui trouve un angle fulgurant en coup droit. Voilà, hop là. Aucune idée de comment il trouve cet angle, mais ça fait point. Et ça fait 4-1 pour Rafa, qui est pied au plancher dans ce 4e set. La suite du set sera un peu plus calme, Roger retrouvera un peu ses esprits sur son service, mais ne parviendra pas à aller inquiéter Rafa sur le sien. Ça fait 6-3 Rafa, et on arrive dans une 5e manche qui va être décisive. Mais encore une fois, ça va être une 5e manche à 2 vitesses, avec un Rafa qui va breaker d'entrée, puis dans le 2e jeu, Roger qui de nouveau se montre plus agressif sur son revers, et va aller battre Rafa dans sa diagonale préférée, comme sur ce point, à 15-30. Et malgré un Roger agressif et entreprenant, les qualités défensives de Rafa font la différence quand faut bétonner. Et Rafa s'échappe 3-1 dans ce 5e set avec le break. Comment Roger va-t-il faire pour remonter? Tout simplement, il va être encore plus agressif. Oui, parce que Roger débreak pour revenir à 3 partout, puis met confortablement son jeu de service pour mener 4-3 avant de mener 0-40 sur le service de Rafa. 3 balles de break qui ressemblent à ce moment-là à des balles de match, parce que si Roger en met une, il sert pour le match. Et Rafa, comme à son habitude, la grinta, il va remonter 15-40, 30-40, 40A. Et là, les deux nous produisent l'un des points les plus... Voilà, si quelqu'un ne connaît pas le tennis, vraiment, montrez-lui ce point. Attaque, défense, angle, 2 joueurs qui se connaissent par cœur, de l'agressivité et une finition exceptionnelle de Roger. Régalez-vous. Et 4e balle de break pour Roger.
Une balle de break qui sera écartée d'un service gagnant de Rafa. Plein T, plein fer, plein chance sur le coup droit de Roger. Il n'a pas eu peur de s'engager sur le coup le plus fort du maestro. Mais Roger est supérieur en cette fin de match et il va se procurer une deuxième balle de break qu'il va aller convertir. Il va alors servir pour le gain du match et pour un 18e Grand Chelem. Mais Rafa n'abdique pas et dès le premier point de ce jeu de service, il sort un sublime passing de revers alors que Roger avait fait service volé sur deuxième balle. 0-15, le danger est toujours là. Et le danger se précise encore plus lorsque Rafa obtient 2 balles de débreak suite à un point où il aura été très agressif dès le retour sur une première balle de Roger. Il a 2 occasions de recoller, mais Roger est très solide. Il écarte la première d'un ace ôté, puis la deuxième d'un magnifique coup droit décroisé dans le replacement de Nadal. Ça fait 40A, il va devoir encore servir pour le match. Il va alors se procurer une première balle de match qu'il va vendanger avec un coup droit trop long. 40A, le travail est à refaire. Il va se procurer une deuxième balle de match grâce à un ace. Et lors de cette deuxième balle de match, il va servir plein fer sur le revers de Rafa qui remet la balle en jeu comme il peut. Roger conclut d'un coup droit croisé. Mais Rafa demande le challenge. Il est vrai que cette balle semble très proche de la ligne. Mais de quel côté? Mais malheureusement pour Rafa et heureusement pour Roger, cette balle est pleine ligne et Roger remporte là son 18e titre du Grand Chelem, plus de 4 ans après le dernier. Et dans son discours d'après-match, il sera extrêmement classe, extrêmement élégant et extrêmement ému aussi. Il dira que si au tennis il y avait des égalités, il aurait été très heureux de la partager avec Rafa ce jour-là. Et c'est vrai que les deux nous ont mis des étoiles dans les yeux, voilà, lors de cette finale, mais je vais débunk un mythe désormais. Pour moi, et je dis bien pour moi, la finale de 2009 était mieux. Voilà, tout simplement parce que là, j'ai trouvé que chacun a eu sa période de domination. Il y a juste vraiment le cœur du 5e set où ça a bataillé très fort. Dans le 4e aussi, finalement, même si Rafa avait plus l'avantage. Mais premier set à l'avantage de Roger. 2e, clairement à l'avantage de Rafa. 3e, clairement à l'avantage de Roger. Le 4e, clairement à l'avantage de Rafa. Et il n'y a que vraiment, dans ces jeux, autour de 3 partout. Et entre, c'est ça. Entre le milieu du 5e set et la fin. Où les deux, finalement, ont été quasiment au même niveau. Alors que pour moi, en 2009, c'était vraiment de la bataille constante avec les deux qui étaient au coude à coude tout le temps. Mais cette finale a plus de résonance parce que c'est les vieux pères qui reviennent, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus se tirer la bourre sur une finale de Grand Chelem. Ça faisait depuis Roland Garros 2011 qu'ils n'avaient pas été ensemble en Grand Chelem en finale, donc depuis presque 6 ans. Je pense que dans la mémoire collective, cette finale elle est vue un peu plus belle que ce qu'elle l'est réellement, mais ça reste une finale de zinzin. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette finale? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter en me disant quel match vous voudriez voir pour les prochains Grands Chelems. Donc prenez en compte Roland Garros, Wimbledon et US Open. Mais vous pouvez aussi également me donner des suggestions pour l'Open d'Australie, peut-être pour l'année prochaine. Ou si vraiment on est en manque de tennis pour dans l'année. Je suis modulable moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok et à mon Insta qui seront dans la description. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.